Donc, Adriana a gentiment accepté d'animer cette séance sur le thème co-développement et leadership. Adriana Diaz-Berrio, que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, qui a un PhD en administration, est passionnée d'organisation apprenante, entre autres. Et donc, le co-développement en fait partie. Et Adriana, je vais te donner la parole pour que toi-même tu puisses. Alors, attends, je vais arrêter de partager cet écran de telle manière qu'on te voit en plein écran. Merci Philippe. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je suis très contente, bien sûr, de parler de ce sujet parce que, comme tu dis, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'occupe depuis déjà un certain nombre d'années. Depuis 2009, j'ai connu cette approche et j'ai beaucoup aimé depuis le début, mais pourquoi je continue à travailler avec ça, c'est parce que, en fait, je vois à chaque fois les résultats et des résultats très agréable à voir, disons. Je vois que les gens qui rentrent dans une séance de co-développement et ressortent sont pas pareils que comme quand ils ont commencé la séance. Et ils sont beaucoup plus contents, beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup plus clairs dans qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est toujours comme un bienfait qui est ressenti par tous les participants. Donc, ça, c'est très agréable d'avoir un travail où chaque fois que tu interviens, le résultat est positif et il est visible et il est partagé par les personnes qui sont là. Donc, ça, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est en fait le co-développement? C'est quelque chose de vraiment très simple qui est basé sur l'idée qu'on peut recevoir de l'aide des autres et qu'on peut la demander aussi. Alors, dans un groupe de co-développement, on a trois rôles, trois participants différents. On a un client, on a un modérateur et on a plusieurs consultants. Donc, la personne qui est cliente, c'est une personne qui a une situation qu'elle veut améliorer. Donc, elle parle de cette situation, elle dit comment elle veut l'améliorer et il y a une étape où on pose des questions. En fait, il y a au total 6 étapes. Donc, la première, c'est la présentation de la situation. La deuxième, c'est la clarification de cette situation. La troisième, c'est une demande d'aide. La quatrième, c'est la réponse à cette demande. La cinquième, c'est un plan d'action de ce client. Et la sixième, ce sont les apprentissages de tous les participants. Donc, dans cette structure de 6 étapes, le client, c'est la personne qui va comme recevoir l'aide de toutes les personnes du groupe et l'animateur ou le modérateur, c'est la personne qui va orienter les gens dans tout ce processus pour pouvoir leur indiquer à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire ou comment on va le faire et aider le groupe à passer par tout ce processus. Donc, c'est une méthode vraiment très simple et en même temps très, très puissante. C'est surprenant. Les gens qui ont vu le processus ou participé, ils voient que ça fonctionne, mais quand eux-mêmes sont les clients, ils sont assez surpris que ce soit tellement puissant parce que le fait de recevoir des questions très différentes de personnes qui ne sont pas du tout dans la même situation, ça a un effet très intéressant de changement de perspective, d'ouverture, de te rendre compte que tu as des croyances que tu croyais qui étaient comme absolues, mais elles sont vraiment juste des croyances relatives et que tu peux peut-être ramollir ou changer ou modifier ou adapter. En tout cas, c'est quelque chose de simple et de puissant en même temps. Sur le plan pratique, quelle est la taille d'un groupe et quelle est la durée d'une séance de co-développement? La durée, ça peut varier entre 1h30 et jusqu'à 3 heures. La taille, ça peut varier entre 5 personnes à maximum 10 dans un même groupe. Mais moi, j'ai fait des séances où j'ai dans la salle 50 personnes en même temps, mais elles sont séparées en petits sous-groupes de 5 ou 6 personnes. Donc, ça peut être fait dans des grands groupes, mais toujours la cellule, disons la structure de base, c'est un petit groupe de 5 à 10 personnes maximum. Et idéalement, 8, c'est comme le nombre parfait. Et il n'y a pas d'ordre du jour a priori, l'ordre du jour émerge de la séance elle-même en général. L'ordre du jour, c'est de faire une séance de co-développement avec 6 étapes et une étape de suivi du client de la fois précédente et de travailler sur une situation que la personne qui est cliente va choisir elle
la personne va définir cette situation et la présenter au groupe. D'accord, d'accord. Très bien, je vois mieux. Et le rythme auquel un groupe de co-développement typique se réunit? Autour d'une fois par mois ou 2 semaines ou 3 semaines, idéalement. Mais il y en a qui se rencontrent 6 semaines parce qu'ils sont un peu trop chargés de choses et ils ne peuvent pas. Mais idéalement, c'est aux 4 semaines, disons, une fois par mois. D'accord. Et donc, les modalités, c'est soit en personne, soit en ligne, comme j'ai eu le plaisir de participer 1 ou 2 fois avec toi. En ligne, c'est très pratique. Il y a beaucoup d'avantages parce que ça peut se faire avec des gens de différents pays, de différentes régions et tout ça. C'est vraiment très avantageux de ce côté-là. Mais en personne, c'est aussi très riche parce qu'on a plus de, plus de facilité à parler aux autres, par exemple, pendant la pause ou au début ou à la fin, des choses comme ça. Comme le temps qui est pour le groupe aussi, c'est très agréable quand on se voit en personne. Donc, dans les deux cas, il y a des grands avantages, mais les deux sont faisables et les deux fonctionnent très bien aussi. D'accord. Donc, j'imagine que tu as vécu des dizaines et des dizaines de groupes de co-développement depuis que tu fais ça. Oui, 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 oui. Et je suis en train de voir une question de Béatrice qui demande si... Attendez, j'ai vu sa question. Vous choisissez le client et pas le sujet, demande Non, Béatrice. en fait, on choisit même pas le client, c'est plutôt le client se propose, sauf la première rencontre qu'on n'a pas eu encore le temps et tout le monde a un petit peu peur de savoir qu'est-ce qui va se passer. Là, je fais une dynamique de choix du client et c'est plutôt le groupe qui va voter pour choisir une personne, mais toujours une personne consentante, une personne qui est d'accord pour être possiblement choisie. Mais non, on choisit pas le sujet. Et on choisit pas le client non plus, mais on demande qui veut être le client de cette séance ou comme pour la prochaine séance. Et comment gère-t-on le fait qu'il y a plusieurs clients à un moment donné qui ont très envie parce que c'est urgent, parce qu'ils ont un problème important à résoudre? Si c'est comme un cas comme ça, ben cette votation du groupe est souvent très facile à faire et les gens sont très contents de savoir que celui qui a eu plus de votes, c'est celui qui va être le client et c'est comme un sentiment de justice. Et les groupes, souvent, ils choisissent les personnes qui ont un problème plus urgent. Ils le font comme sans le penser ni rien, mais ça retombe très souvent sur cette personne ou la personne qui a la position qui est plus influente sur ce groupe. Par exemple, la première fois que je suis allée pour un groupe où le recteur était parmi les personnes, le recteur d'une université, ben c'est le recteur qui était le client. Donc, le grand chef, disons, de ce groupe, on le choisit souvent parce qu'on sait que tout ce qui lui arrive à lui, ben, ça influence les autres. D'accord. Donc, on commence par des on a envie que ça s'arrange de ce côté-là pour commencer. D'accord. Ok. Et les clients peuvent se connaître ou ne pas se connaître. Moi, j'ai vécu des séances où je ne connaissais pas. Enfin, pardon, les clients, les participants peuvent se connaître ou ne pas se connaître. Exactement, oui, mais à la fin, ils vont se connaître, à la fin de la séance, beaucoup. Mais oui, ils peuvent se faire entre des gens qui se sont jamais vus de leur vie et ça marche très bien, ou avec des gens qui travaillent depuis longtemps ensemble et qu'ils connaissent pas nécessairement tellement la autre personne comme ils pensaient qu'ils la connaissaient. Ils ont des surprises aussi. D'accord. L'idée qu'un groupe soit constitué, ce soit le même groupe qui se réunisse ou le groupe peut être à géométrie variable et les participants peuvent… Idéalement, c'est le même groupe qui prend un engagement pour plusieurs séances de se rencontrer. Par exemple, s'il y a six participants, 6 fois pour que chacun puisse être le client à chaque fois. Mais dans la réalité, il y a des fois que ça fonctionne pas totalement comme ça et on peut avoir comme une flexibilité par rapport à ça, de dire, bon, si tu vas pas venir, tu dois nous avertir ou on peut inviter une personne nouvelle dans une séance si on veut que la personne connaisse, mais même si elle ne va pas revenir. Mais ça, ce sont des contrats qui se font au début du groupe quand on va commencer pour savoir quelles vont être les attentes, quels vont être les engagements de chacun et de tous. Et donc, il faut que ce soit clair depuis le début pour ne pas générer du malaise de pourquoi un tel n'est pas venu ou pourquoi ils ont invité quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Et ça dépend des objectifs du groupe aussi, de comment ils fonctionnent. Mais les deux formats fonctionnent très bien aussi. Et on a parlé du rôle du client, mais il y a d'autres rôles. Donc, il y a le participant, le consultant et l'animateur qui ont un rôle important aussi.
n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Le consultant est là pour aider le client et le consultant, il est là pour apprendre aussi et pour donner un support et tout ça. Et dans le rôle du consultant, tu apprends beaucoup aussi parce que souvent la situation du client peut ressembler à une situation que toi aussi tu vis ou être totalement le contraire. Et aussi ça te fait apprendre plein de choses ou te rendre compte de choses parce que c'est trop différent et tu dis ah waouh, j'aurais jamais pensé que quelqu'un vivrait cette situation de cette façon-là. Donc dans tous les rôles tu apprends, aussi dans le rôle de l'animateur tu apprends et tous travaillent ensemble. On peut pas avoir une séance de co-développement sans client, mais on peut pas avoir une séance de co-développement sans consultant non plus. Donc, D'accord. ils sont tous très importants. L'animateur joue, au-delà du fait de modérer, de faciliter la réunion, il joue aussi le rôle de consultant. En Ah plus... oui, il y a des animateurs qui veulent jamais prendre le rôle de consultant parce qu'ils sentent que ça se mélange trop, qu'ils veulent pas ou que c'est pas nécessaire. Mais tu peux aussi être un animateur qui prend de temps en temps, comme tu changes de casquette et tu prends le rôle du consultant. Moi, en fait, je fais souvent ça parce que j'aime beaucoup aussi être consultante. Mais les deux sont possibles et il faut juste le dire pour que les gens sachent. D'accord. Donc ça, c'est une présentation un peu générique et générale du co-développement qui s'apprend par la pratique, j'imagine. J'ai vu que tu faisais des formations, tu en fais une en mai à Paris. Donc c'est en faisant des séances qu'on apprend à co-développer. Ben, c'est la pratique et aussi la lecture un peu des principes de base, des objectifs du co-développement, du rôle de l'animateur, des étapes. Je pense que la pratique, c'est la partie la plus importante. Mais suite à la pratique, on a besoin de renforcer, de clarifier des choses et de savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière et pourquoi on fait les choses. Parce que parfois, dans les formations que je donne, ils me disent, ben, ça y est, c'est 20 minutes de clarification, il faut passer à autre chose. Oui, mais pourquoi on va passer à autre chose? Parce que c'est 20 minutes ou est-ce qu'on a trouvé vraiment le besoin de ce client? Donc, quand tu as lu aussi le livre, tu comprends mieux de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on est en train de faire et ça renforce ton expérience. Et du coup, il peut y avoir une certaine flexibilité par rapport aux règles et à la discipline, au processus. Ah oui, oui, mais chaque séance est très différente et ça dépend beaucoup du client, de son ouverture, de son niveau de conscience. Tu sais, il y a des clients qui disent je veux qu'on m'aide, mais à la fin, je veux dire, c'est pas tellement facile pour eux de recevoir l'aide. Et il y a d'autres qui tout de suite te disent ben, j'ai telle chose, il m'arrive telle chose, et ils te disent toutes les choses très facilement et rapidement. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une règle parce que ça change d'une personne à l'autre. Beaucoup. D'accord. Et donc, maintenant, si on prend cet outil ou ces modalités que sont le co-développement et qu'on l'applique au thème du leadership, en parlant tout à l'heure, tu as développé au moins cinq liens entre le leadership et la situation de leadership. Oui, oui, on avait parlé de. En premier lieu, qu'on pourrait dire que le co-développement permet aux personnes et aux leaders aussi, naturellement, parce que ce sont en premier des personnes, de retrouver leur zone de pouvoir personnel, de ne pas mettre de l'énergie dans les choses qui ne vont pas pouvoir changer, mais de mettre de l'énergie dans les choses qui, eux, ils peuvent changer, qui peuvent faire avancer ou transformer. On a Pourquoi? dit aussi que Tu veux redévelopper chacun de ces points après ou tu veux les développer un par un? comme tu veux. Ouais, Je peux le dire tous et revenir. d'accord. C'est comme une petite liste que Bien sûr, avec je te plaisir. fais pour organiser un peu les idées. Du point de vue de feedback, le groupe, c'est le groupe te renvoie une image de toi. Il te renvoie souvent une image très positive sur tes points forts, des choses que tu n'avais peut-être pas nécessairement vues ou appréciées. C'est aussi un outil de développement personnel et de développer des habiletés de savoir-être comme de la flexibilité, de l'ouverture, de l'écoute aux autres. On a parlé aussi de rompre l'isolement, que quand tu es dans une position de hiérarchique, d'autorité, tu peux te sentir un peu seul ou un peu que tu n'as pas avec qui parler, tu n'as pas des pairs avec qui tu peux échanger, donc ça peut aider. On a parlé aussi que ça aide à la prise de décision.
c'est une méthode de prise de décision. Et aussi de changer un peu de ton mode de fonctionnement habituel et te rendre compte aussi de tes schémas mentaux. Donc, ce sont les 6 points qu'on avait parlé. Sur l'aspect individuel. Ça, c'est sur l'aspect individuel du leadership, du leader en tant que personne, mais tu as parlé aussi d'un aspect collectif. Oui, bien sûr, parce que si tu travailles avec des gens qui sont dans une position qui peuvent influencer l'organisation, le co-développement va faire un changement de culture organisationnelle dans le sens qu'il y aura plus de collaboration entre des départements ou des postes très divers. Il y aura une meilleure compréhension de ce que font les autres. Et si on développe cette habileté de savoir demander de l'aide et recevoir de l'aide, ça fait un grand changement dans l'organisation, un meilleur climat et plus d'engagement possiblement, et aussi un traitement de conflits qui a souvent des conflits qui sont là un petit peu partout, et donc on peut en résoudre quelques-uns dans le co-développement et apprendre à comment travailler les choses d'une façon pas confrontative et pas plus pacifique, je pourrais dire. Je sais pas. Comme une sorte d'espace aussi de négociation du sens de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre, et on comprend mieux les choses, on se comprend mieux après. D'accord. Si tu veux, on va déplier un par un les points que tu as, si tu veux les développer. Entre autres, sur l'apport pour quelqu'un en position de leadership du co-développement. Un des points les plus importants que tu avais mentionné, c'était aussi le côté avoir une structure de support, être dans une position de leadership. Ah oui, j'ai un peu sauté par-dessus ça, mais quand j'ai parlé isolement, oui, donc. J'ai parlé que souvent j'ai eu des gens dans les séances de co-développement qui arrivent très stressés par des choses très urgentes ou très complexes, où il manque des fois un peu l'aspect courage, de prendre le courage managérial dont on parle, mais de prendre une décision qui est dure à prendre et qu'on ne se sent pas très à l'aise avec ça. Donc, des fois, la partie comme surcharge émotionnelle de certaines situations, ça peut être, oui, un groupe de support et aussi un endroit où tu retrouves la confiance en toi pour faire un pas vers une direction qui te fait un petit peu peur, ou que tu crains un peu, que tu essayes de procrastiner parce qu'il y a quelque chose de délicat. Par exemple, la semaine dernière, il y a une femme qui a une position très bonne dans une entreprise très grande et elle a 3 filles. 3 enfants, et son mari, il a eu une promotion, il est parti dans la ville de Mexico, et elle, ça fait 2 ans qu'elle est restée ici à Querétaro, son mari est à Mexico. Le mari lui a dit, bon, ça y est, je ne veux plus continuer comme ça, il faut que tu quittes ton travail, et vous déménagez, la famille déménage et on habite ensemble à Mexico. Alors, c'est une décision très difficile à elle de prendre parce que ses enfants ne veulent pas partir, elle ne veut pas quitter son travail, mais bon, l'autre, c'est son mari. Donc, c'est une décision super compliquée pour elle. Et suite à la séance de co-développement, elle est beaucoup plus tranquille, elle accepte de dire, bon, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas, mais c'est vrai qu'il faut que je passe à une autre étape parce que ma famille en souffre. Tu vois, donc, ce genre de situation, là, c'est un petit peu personnel, mais c'est aussi de travail. Mais il y a des décisions comme ça qui sont un peu déchirantes pour la personne qui doit les prendre, ou de la façon qu'elle les voit. Pour elle, c'est très compliqué. Et peut-être le groupe la voit très simple, la décision, et il va te donner des idées que tu n'avais jamais pu voir parce que tu étais trop dans ton émotion, que tu ne peux pas lâcher un truc, ou tu as peur de ce qui va se passer. Donc, tu parles d'émotion, et j'imagine qu'il peut se produire dans une séance de co-développement que l'émotion s'exprime aussi, ce qui peut être plus ou moins, ça dépend des contextes, embarrassant peut-être pour certains, ou comment la gestion des émotions. Il y en a toujours, hein, parce que c'est le co-développement, on travaille dans un triangle qui est de savoir penser, savoir agir et savoir ressentir. Donc, l'émotion, c'est pas un truc qui est comme, oh, c'est arrivé, puis ça n'a pas sa place ici, non. Okay. L'émotion, ça fait partie du co-développement. On apprend à l'accepter, à la vivre, à l'exprimer. Donc, j'ai eu des gens qui se sont fâchés, j'ai eu des gens qui étaient super frustrés, mais pas à cause du co-développement, ils étaient frustrés avant, et dans le co-développement, c'est ça qui est sorti, ou des gens qui étaient
qui avaient très peur, comme je viens de le dire, ou des gens qui étaient très tristes aussi pour un truc qui n'ont pas pu en parler encore, ou ils ne s'étaient même pas rendus compte. Adriana, je crois que tu fais du bruit avec. Je crois que tu faisais du bruit avec ton bureau. Pardon. Pardon, ça va? Ça va. Non, mais vas-y. Donc, oui, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver. C'est normal, disons. Parce que, en fait, souvent, j'ai des gens qui ont beaucoup gardé pour eux des choses. Et quand ils l'expriment, eux-mêmes sont surpris de voir que ça leur avait causé toutes ces émotions-là. Ils sont un peu, parfois ils sont un petit peu gênés, mais après ils disent, bon, c'est normal, hein, ça fait du bien. Et puis finalement, à la fin, ils sont contents. Dans un contexte interne à une entreprise, j'imagine que être en situation de vulnérabilité parce que des émotions s'expriment peut être plus ou moins facile. Oui, mais on a toujours un contrat de confidentialité, un contrat de bienveillance, un contrat de respect. Et puis, les autres aussi vont s'exprimer. Je ne suis pas le seul qui va, on dit au Québec, ouvrir le kimono. Je vais m'exposer, mais les autres aussi vont le faire. Donc, c'est ça qui crée les liens de plus de confiance entre les gens, plus de solidarité. Souvent, des personnes qui se montrent jamais vulnérables, et là, ils te racontent des choses que tu dis, ah, je comprends pourquoi cette personne, elle est si dure, apparemment, mais parce qu'en fait, il est arrivé telle et telle chose. Donc, ça change beaucoup les choses, mais c'est dur un petit peu des fois, mais à la fin, comme on ferme toujours ce processus par un plan d'action et les apprentissages de tout le monde, les personnes partent très bien, très reconfortées, on peut dire. Oui. Donc, il y a presque une dimension thérapeutique. C'est pas une thérapie comme telle parce qu'on parle du travail, mais le travail et la personne sont toujours très fortement impliqués l'un avec l'autre. Donc, oui. L'un et dans l'autre, absolument. D'accord. Donc, la première dimension de support, de sortir de la solitude pour quelqu'un en position de leadership. On a mentionné d'autres. Oui, on avait parlé du développement personnel. Souvent, dans un groupe de co-développement, les personnes se rendent compte de leurs schémas mentaux et par rapport aux schémas mentaux des autres. Donc, ça, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui dit « Oh, moi, je croyais que j'étais très flexible et là, je me rends compte que j'ai une rigidité que je n'avais pas vue comme ça avant. » Ou au contraire, la personne dit « Oh, je vois que j'ai beaucoup d'ouverture à écouter les autres parce que j'ai adoré ça, c'était super facile. » Ou l'autre va dire « Non, mais j'ai vu que j'étais super impatient parce que l'étape 2, ça m'a énervé comme c'est pas possible. Je voulais tout de suite tout résoudre les choses pour l'autre. » Et les gens se voient dans ce processus et ça leur fait prendre conscience de comment ils sont, comment ils fonctionnent, quelles situations sont plus faciles pour eux ou moins et tout ça. Donc, c'est vraiment un outil de conscience. Oui, il y a un espace pour faire part de la manière dont on a vécu la séance. C'est une des 6 étapes dont tu parlais, c'est ça? Oui, c'est la dernière étape qui est partage des apprentissages. Et oui, tu peux parler comment tu t'es senti dans la séance. D'accord. Oui. Oui, donc il y a à la fois des compétences horizontales, genre l'écoute, quelle autre compétence, habilité tu développes de prise de décision, d'intégrer des points de vue différents, de cette compétence de savoir demander de l'aide et en recevoir, c'est pas toujours évident. Parce qu'on ne sait pas des fois exprimer qu'est-ce qu'on a besoin et comment on le demande et comment on leur reçoit aussi l'aide. Parce que des fois, ils te donnent ce qu'ils peuvent, mais c'est pas ce que toi, tu attendais. Donc, tu es un peu comme, oh, pourquoi ils m'ont dit ça? Alors oui, tu demandes de l'aide, mais est-ce que tu reçois comme tu voulais? Pas toujours. Et ça te dit des choses sur toi. Et bon, je t'interromps juste une question de Chiara qui te demande est-ce que tu peux donner des exemples de problèmes qui peuvent être présentés par un client? Oh, mon Dieu, je peux en donner tellement que j'en finirai pas, mais oui. Par exemple, j'ai un client qui était en train de développer une application qui vient de sortir et ça faisait 3 ans qu'il travaillait sur cette application. Et à la fin de ces 3 ans de travail ardu, il est à 1 mois de faire son lancement officiel. Il n'a plus d'argent du tout, parce qu'il a tout mis dans ce projet. Il est désespéré. Il arrive à la séance de co-développement dans
niveau d'anxiété, puis de « Oh mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ». Et je ne sais pas comment, par art de magie, après la séance de co-développement, il est complètement détendu. Il dit « Bon, on verra qu'est-ce qui va arriver, ou peut-être je vais pouvoir faire mon application qui ne soit pas absolument parfaite, mais comme elle est là, comme ça, elle est bien, ou ah, je sais où je vais aller demander de l'argent à tel ou tel machin. » Ils lui ont donné des stratégies comme ça. Donc, il est totalement beaucoup plus calme de comment il est arrivé. Des conflits, par exemple, une manager, une gestionnaire, elle a un nouveau employé qu'elle voit un grand potentiel, mais elle ne sait pas comment le développer parce qu'ils ont des personnalités un peu opposées. Alors, son collaborateur est très fier et il n'aime pas qu'on lui dise les choses, mais elle voit ses problèmes, elle ne sait pas comment lui dire pour ne pas le vexer. Donc, elle trouve des stratégies, comment elle peut lui parler pour que ça soit bien reçu. Je sais pas, j'en ai plein d'exemples. Il doit arriver que des gens arrivent avec un problème et repartent avec un autre. C'est-à-dire qu'il y a tout un de clarification qui fait que la manière dont on formule le problème a priori n'est pas forcément la plus profonde. Oui, ça arrive tout le temps, hein, que tu vois juste la pointe de l'iceberg, mais quand tu explores un peu plus, ben, par exemple, celui que je viens de dire, il a dit j'ai un problème d'argent, mais à la fin, il a dit non, j'ai un problème de gestion de mon anxiété parce que l'argent, c'est pas si grave. Le problème, c'est que je suis très anxieux avec cette situation. Mais quand il s'est calmé, le problème d'argent, c'était plus si grave parce qu'il a trouvé des solutions. Mais ça change, oui, bien sûr que la demande, elle est très, très transformée au cours du processus. J'ai eu, par exemple, au Québec, une personne qui avait perdu son emploi de gestionnaire et elle disait, on va faire une entrevue, comme un entretien d'emploi pour que je me pratique. Et alors, on lui a dit, mais est-ce que ça va vraiment t'aider? Peut-être ce qu'on va t'aider, c'est à formuler dans ta tête quel est le type de poste que tu aimerais le plus avoir et qui est le plus d'accord avec tes forces. Et j'étais comme, waouh, vous me dites autre chose, mais c'est vraiment plus utile que tout de suite, il faut un autre poste qui soit identique à celui que je viens de quitter. Jean-Christophe te demande s'il y a des problèmes tabous qui ne seraient pas acceptables ou pas acceptés par le groupe. Est-ce que tu as une... Qu'est-ce que ça veut dire tabou pour un problème tabou, un problème, ouais, je sais pas, dans ce contexte-là, donc qui peuvent pas être traités. C'est des problèmes qui sont dans un contexte professionnel en général ou personnel, mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit une façon de travailler que je dis aux clients, s'il y a une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, vous avez absolument le droit de dire « je passe à la suivante question ». Donc, si le consultant pose une question trop gênante pour ce client, le client il ne répond pas à la question. Donc, ça peut éviter de parler de choses que le client ne veut pas parler. Et aussi, quand l'organisation te dit « bon, viens faire un travail sur le leadership » et quelqu'un apporte un problème un peu différent, dans le co-développement, on a le droit de parler de ce qu'on veut. Donc, il n'y aurait pas nécessairement une interdiction. Par exemple, j'ai eu un client qui a dit moi, je veux parler de ma fille adolescente qui cause beaucoup de problèmes à la maison et moi, je dois voyager. Quand je voyage, je suis très préoccupée par les problèmes de chez moi. Et je lui dis mais parle-nous de ton travail. Alors, il a parlé un peu de sa fille adolescente et après, on a vu comment ça affectait son travail. Donc, on a comme transposé un problème qui semblait très personnel en plus professionnel. Je ne sais pas si c'est ça ce que Jean-Christophe entend par un thème tabou, mais s'il nous donne un exemple, ça peut m'aider aussi à répondre plus oui, il donne un exemple qui est par exemple la religion. Il peut y avoir des thèmes politiques, religion, enfin des thèmes classiques. On essaie d'éviter j'ai eu des groupes où j'avais des gens de toutes les nationalités imaginables mélangés dans le même groupe. J'avais une personne chinoise, une personne de l'Iran, une personne du Maroc, une personne de l'Israël, de la Russie, de la Colombie, Afghanistan, toutes des nations, un Québécois. Donc, 10 nationalités différentes, avec 10 cultures différentes, avec 10 religions probablement. Alors, quand la Russe a dit à la Chinoise, tu dois dire à ton mari que le samedi s'en va dans le cours de français,
Je dis, et la chinoise, elle faisait une tête d'horreur. Alors je dis, non, non, prends la même idée, mais transforme-la en style chinois. Alors là, la chinoise va dire, écoute, mon mari, tu sais, j'ai entendu dire que ce serait bien pour toi si tu pouvais, mais tu sais, il va changer la façon de le dire parce qu'une chinoise ne parle pas son mari comme une russe peut parler à son mari. Mais on rigolait tous ensemble, mais c'est ça, c'est comme, ok, tu as des différentes de culture et de religion, mais l'idée essentielle, ça peut être la même pour tout le monde. Et ce groupe, il fonctionnait super bien malgré une énorme quantité de différences parce que c'était de toutes les professions, de tous les âges, de tous les niveaux d'expérience. Donc, moi, j'ai vu que la religion n'est pas un problème ni une barrière parce qu'on se traduit d'une culture à l'autre les choses d'une façon. Une autre question tabou potentielle que je vois inscrite, c'est parler de la hiérarchie, parler de, imaginons un groupe qui est dans une entreprise où il y a quelqu'un en position de leadership sur une équipe et son équipe, ça peut se produire, j'imagine. Oui, oui, oui. Ben, on recommande que ce ne soit pas des gens de niveau hiérarchique différents qui soient dans le même groupe, mais parfois il y a des petits groupes où c'est le patron qui a voulu faire le co-développement et c'est comme un peu horrible pour lui si on lui dit ben, tu ne peux pas être là parce que lui, il veut justement faire partie de cette expérience. Donc, on demande si les gens sont à l'aise et ils veulent le faire ensemble, ben, ils peuvent le faire. Ce qu'il faut aussi leur dire, c'est toujours de se mettre dans le rôle et dans la peau du consultant, dans le rôle du client et pas dans la peau de je suis ton patron et je suis ton collègue, tu vois. Donc, on leur demande un peu de changer leur mode dans la tête, ce qui n'est pas toujours super évident. Mais on travaille selon le niveau de confiance. Des fois, la confiance n'est pas suffisante et on ne peut pas travailler et c'est vraiment dommage, mais il faut un minimum de confiance. Donc, c'est un peu ça le critère. J'ai eu récemment une séance où vraiment la confiance n'était pas très bonne et une fille a dit « Oh, j'ai un sujet ». Et quand on lui dit « Mais ce sujet, est-ce qu'il t'affecte ?» Elle dit « Non, pas du tout ». Alors, je lui dis « Mais alors, pourquoi tu veux traiter ce sujet? Si ce n'est pas quelque chose qui est important pour toi, on ne va pas travailler sur ça. Hein. » Alors là, elle a dit « Bon, oui, j'ai un autre problème qui est un peu plus grave que celui-là. » Donc, c'est ça. Mais c'est un peu le rôle du modérateur de savoir tester et vérifier si c'est faisable ou pas et comment on va le faire. Parce que la confiance, c'est un peu délicat. Très délicat. Donc, si on reprend les bénéfices pour quelqu'un en position de leadership, il y avait donc le fait d'être moins seul, d'avoir une zone un lieu de support. Il y avait le fait, ce qu'on vient d'aborder, qui est de développement personnel, développer des habilités et des nouvelles perspectives. Tu as parlé aussi tout à l'heure. Attends, je recherche dans ma mémoire. Attends, il y a des questions qui arrivent en même temps. C'est bien si les gens ont des questions. Oui, c'est très bien les questions. Comment se constituent les groupes, demande Sophie. Y a-t-il une demande d'un client et l'on cherche des participants pour l'aider ou il y a un groupe de gens qui ont un problème à gérer? Donc, sur l'organisation même de groupes de code développement, on les organise en amont de tout problème. On décide. Comment on fait? Moi, je pense que ça dépend des situations, beaucoup des animateurs. Il y a des animateurs qui sont engagés par une entreprise. Alors, ces animateurs-là, ils peuvent travailler en amont avec les gens de la hiérarchie plus en amont et peu à peu travailler avec des gens dans les autres niveaux de la hiérarchie. Il y a d'autres animateurs qui travaillent avec des associations, qui peuvent faire une invitation ouverte à tous ceux qui veulent venir. Il y en a d'autres qui travaillent, par exemple, dans une université avec des gens, par exemple, avec les professeurs ou avec les gestionnaires de l'université. Ça va dépendre beaucoup, je pense, du réseau de l'animateur et des objectifs de ce groupe. Mais on peut avoir des groupes qui se constituent de gens qui ne se connaissent pas du tout et qui sont à distance dans différents pays, qui n'ont pas un thème commun, ou on peut les organiser autour d'un thème, par exemple, je ne sais pas, sur les gens qui sont dans des pratiques de ressources humaines, donc plein de gens qui parlent de la profession des ressources humaines ou des travailleurs sociaux,
Mais, mais du coup, il y a bien quelqu'un qui prend justement le leadership d'organiser un groupe, de le faire vivre, d'envoyer enfin, il y a bien quelqu'un qui. Tu as parlé d'animateur, c'est pas forcément l'animateur, le facilitateur au sein du groupe. Il y a quelqu'un qui prend la responsabilité de. Ben, ça dépend comme ça de chacun, mais il y a des fois un organisateur et un animateur. L'organisateur peut être quelqu'un qui va travailler avec l'entreprise et qui va dire, ben, on a besoin de telle chose, on a besoin d'améliorer la communication dans notre entreprise, donc on veut utiliser cet outil-là. L'animateur, il sera seulement la personne qui va s'occuper des séances, mais ça peut être que le même rôle soit pris par la même personne, assumé par la même personne. Je vois dans l'exemple des situations un petit peu qui peuvent être un petit peu compliquées, un groupe de co-développement où cohabiteraient des délégués syndicaux, par exemple en France CGT, et un participant patron, sachant que c'est des cultures souvent très antagonistes. Mais j'imagine qu'en même temps, c'est toujours sur la base du libre choix de venir dans un tel groupe. Donc, si les gens viennent, c'est qu'ils sont prêts à avancer ensemble, j'imagine. Ben, ça dépend s'ils sont des patrons et du syndicat de la même entreprise ou d'une autre. Okay. C'est sûr que ça va faire un petit choc. Mais intéressant parce que ça va être pris en charge aussi par le groupe. Ça ne va pas faire un grand conflit. Parce que dans le co-développement, il ne faut pas que les gens soient d'accord, qu'ils aient la même perspective. Il faut que juste ils soient capables de s'écouter. Donc, un va dire une chose, l'autre va dire le contraire. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'ils soient capables de s'écouter. D'accord, d'accord. Donc, au contraire, ça peut même être une manière de créer un dialogue là où il n'existerait pas spontanément. Oui, et même des personnalités peuvent être très confrontées parce que, comme je te disais tout à l'heure, un ingénieur, il voit les choses d'une façon très séquentielle et par étapes, opérationnelle, et il y a une personne qui est oh, l'énergie de l'univers va descendre sur nous et va nous régler la situation. Et là, tu dis, oui, aïe, aïe. C'est d'un extrême à l'autre. Et moi, je voulais que le temps qui nous reste, on puisse aussi parler un petit peu du livre, que je suis très contente qu'il ait fini. On a encore un petit peu de temps, si tu veux. Donc, je vois encore des questions et je surveille l'horloge. On parlera du livre avec plaisir. C'est effectivement quelque chose d'important. Ça, c'est une nouvelle réussite. Ou alors on fait une petite pause pour parler du livre juste maintenant. Attends, oui, j'aimerais bien. Je sens que je vais trouver. J'ai fait une illustration que je dois pouvoir. Parce que j'ai peur qu'il nous reste à la fin seulement une minute. Alors parlons-en dès maintenant. Voilà, le livre, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail et que c'est un livre très riche et qu'il n'y a pas beaucoup de temps de livre en français. Non, c'est un nouveau livre sur le co-développement que je l'ai aussi en version espagnole, en espagnol. C'est un livre qu'on a fait depuis 2015, on a commencé, et il y a eu la participation de 28 auteurs. Bon, si je compte les 2 personnes qui ont fait les prologues, il y a un prologue de Claude Champagne, heureusement, qui est l'auteur du livre Le groupe de co-développement professionnel avec Adrien Payette. C'est un des 2 auteurs. Lui, il nous a fait le prologue. Nous avons aussi un chapitre super intéressant qui parle du co-développement au Québec, comment il a commencé, comment il a été déployé, avec un peu des statistiques sur dans quel secteur on l'utilise. Donc, c'est un chapitre super clair et très comme de parcours historique de cette approche, disons, la vie du co-développement. Et le groupe, il est divisé en 5 parties. Une partie sur la méthode, une partie sur le co-développement dans les entreprises, et on a des exemples d'entreprises, des grandes entreprises qui ont utilisé le co-développement et que l'utilisent encore. On a une comparaison entre le co-développement et d'autres pratiques, genre le coaching ou la process-com. Et on a un chapitre aussi sur le co-développement en dehors des entreprises. Et une 5e partie que je trouve très sympathique, moi, particulièrement, qui est faite de témoignages de participants. Alors, il y a des styles très différents dans ça. Il y a une participante qui est très spontanée, très sympathique, qui a vécu, qui parle comment elle a vécu la formation pour l'animateur. Et c'est une psychologue du travail qui habite à Strasbourg. Elle raconte son expérience. Et donc, c'est un livre qui a été fait comme ça de petits morceaux d'apport de différentes personnes, mais qui, moi, je trouve très sympathique à lire, qui est
pas vraiment théorique ni comme ça, mais c'est vraiment comme plusieurs perspectives du co-développement. Donc, il est cohérent. C'est un livre qui a été co-développé d'une certaine manière. Ben oui, parce que les gens, je leur ai dit, parle-moi de ce que tu veux me parler sur le co-développement et sur ta pratique. Et suite à tout ce qu'on a reçu de nos auteurs qui sont dans 7 pays, comme j'ai dit, on a après mis de l'ordre dans tout ce désordre ou ce mélange, et puis on a organisé ça, puis on a l'impression que le livre a été programmé comme ça depuis le début, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Et le livre, il est disponible depuis ce mois à peine dans lulu.com, donc on est très content d'avoir pu faire ça en collaboration avec mon collègue Hilario Martinez qui est à Madrid et que lui travaille aussi pour faire connaître le co-développement en langue hispanophone. D'accord. Super. Bon, on reviendra à cet écran tout à l'heure. J'en profite aussi pour d'autres questions. Comment faire pour intégrer cette pratique dans une culture gouvernementale, dans une culture publique? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Oui, au Québec, ils l'ont beaucoup utilisé justement dans un service qui fait la formation des cadres du gouvernement du Québec. Okay. Ils l'ont utilisé dans le SPVM, dans le service de la police de la ville de Montréal. Ils l'ont utilisé à la ville de Montréal. Ils l'ont utilisé dans des hôpitaux qui sont donc du parapublic. Il y a un cas justement dans le livre de la Société de transport de Laval. C'est le texte de Sylvana Coutron qui nous raconte comment ils ont fait le co-développement dans cette société qui est publique. Donc, ça s'est bien fait au Québec. Je ne sais pas si dans un autre pays c'est aussi faisable, mais je pense que oui. Je pense que oui. Pas de raison, a priori. Une autre question qui est, quels sont les enjeux qui peuvent se présenter et quelles sont les solutions pour les éviter Je ne comprends pas bien la question, les enjeux, à quel moment, ou dans la séance, ou dans l'implantation dans une organisation, ou quoi. Peut-être c'est les points critiques, les points auxquels veiller ou... Ah oui, des points d'attention. Bon, je pense que c'est très important que les gens qui vont dans un groupe de co-développement, par exemple, fait par une organisation, sachent de quoi il va s'agir et ils sachent aussi... idéalement qu'ils peuvent aller ou pas aller, qu'ils ne soient pas comme obligés d'y aller parce que ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il faut de l'ouverture et il faut, comme on a parlé, il y a une partie de vulnérabilité, de faire place à l'incompétence. Donc, si les gens ne se sentent pas à l'aise, il ne faudrait pas qu'ils soient là parce que ça ne va pas les aider beaucoup, à moins que... au fur et à mesure du travail, ils se sentent plus à l'aise. Mais en général, c'est mieux de les prendre les personnes volontaires. Et après, quand ces personnes volontaires auront eu une expérience, ils pourront témoigner que ça s'est bien passé. Ça rend les choses plus faciles, je pense. C'est important aussi l'engagement, d'avoir des mécanismes pour savoir que les gens vont rester là tout le nombre de séances qu'ils ont programmées. Qu'il n'y aura pas comme une sorte de désertion dans le sens que, bon, moi j'ai été client et bon, là je ne reviens plus parce que moi, ça y est, ma situation a été traitée. Et donc, leur dire vraiment que toutes les positions sont importantes comme consultante, tu continues d'apprendre et que c'est important de rester dans le groupe. Mais ça, en général, ça n'arrive pas beaucoup que les gens disent, je ne veux plus venir, mais c'est un engagement à prendre au début. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas, mais... C'est peut-être ça. Oui, peut-être. Mais sinon, Chiara, sentez-vous libre de préciser. Il y a une question sans doute d'une débutante, Sylvia, qui demande comment devient-on animateur? Est-ce qu'il faut des prédispositions? Je plaisante parce que je sais que c'est oui. Et beaucoup de formations. Faut-il beaucoup de formations pour être animateur? Alors, c'est un peu différent le contexte français, le contexte québécois. Au Québec, il y a une décision qui a été prise par la AQCP, l'Association québécoise de co-développement, qu'on ne fait pas des certifications, on ne fait pas des formations qui sont comme la condition pour être un animateur. Au Québec, il y a des gens qui sont devenus animateurs parce qu'ils ont lu le livre, parce qu'ils ont participé dans un groupe et ils ont commencé et après ils se sont rapprochés de la QCP, ils ont été dans des groupes pour animateurs par exemple.
ce qui est très formatif d'être dans un groupe où les autres sont des animateurs aussi. Ou ils ont suivi une formation, mais les formations peuvent être de 2 jours ou 4 jours. C'est comme il y a plus d'ouverture, je sens. En France, il y a l'Association française de co-développement qui dit qu'il faut être certifié, que ça prend plusieurs étapes avec 3 ou 4 jours de formation et après on revient et on revient. Et ça aussi, c'est une façon de devenir animateur parce que ça dépend comment on voit ce rôle, non? Alors, il y a plusieurs façons. Moi, ce que j'ai fait dans ma pratique, c'est d'avoir des formations de 3 jours et avec un suivi par la suite. C'est-à-dire qu'on peut se revoir ou on peut travailler après en virtuel ou on peut travailler sur des projets qui impliquent du co-développement. Il y a comme différentes façons. Moi, je ne mets pas comme une condition que tu prends 3 jours et après 6 mois, les autres 3 jours et tu es obligé de le faire. Non. Parce que j'ai eu aussi des participants qui sont venus pour leur plaisir et pour leur croissance personnelle et professionnelle et qui ne veulent pas nécessairement être des animateurs. Mais ceux qui veulent être des animateurs, ils gardent plus le contact avec moi et on travaille souvent comme une supervision à distance ou des choses comme ça. Ok. Sachant que le rôle d'animateur, il tourne, donc il n'y a pas à être formé nécessairement, mais non. Ça dépend des groupes. Il y a des groupes que c'est toujours le même animateur, mais après un certain temps qu'ils ont appris, ça peut être eux-mêmes, les gens du groupe qui tournent. Il y a quelqu'un de compétent et qui peut superviser peut-être à l'intérieur. S'il y a aussi dans le groupe un animateur plus formé et qui est capable de superviser ce que tu fais dans tes groupes, d'une certaine manière. Oui. Et ça dépend aussi parce que qui arrivent dans ce groupe de co-développement, il y a des gens qui ont déjà plein de compétences parce qu'ils sont coachs, parce qu'ils ont travaillé avec des équipes, parce que c'est leur formation. Il y en a d'autres qui viennent d'un domaine absolument très, très différent et ils ne sont pas du tout habitués à travailler avec un groupe. Ceux-là, évidemment, ils auront un peu plus de travail peut-être à faire. D'accord. D'accord. Au revoir, Béatrice. Elle doit quitter, mais on finira c'est presque l'heure. Il nous reste quelques minutes aussi. Mais on a encore le temps. D'ailleurs, si quelqu'un veut prendre la parole, je peux lui donner la parole magiquement par la grâce de Ben oui, c'est bien. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question oralement, n'hésitez pas. Il suffit de lever la main. Normalement, il y a un bouton qui permet de lever la main. Et après, je dois être capable de donner la parole si quelqu'un a envie. Est-ce qu'on a couvert tous les liens qu'on avait évoqués sur leadership et donc outils de support, outils de développement personnel? Tu avais parlé d'outils d'empowerment, du fait de trouver sa zone de capacité d'une certaine manière. Oui, ben, souvent ça arrive qu'une personne dépense beaucoup d'énergie à vouloir faire changer des choses qu'il ne peut pas vraiment faire changer. Et le groupe peut l'aider à accepter que cela ne peut pas changer, mais l'aider aussi à trouver ce qu'il peut faire changer. Donc, oui, c'est ça, comme reprendre, avoir plus de clarté, avoir une vision plus claire de là où tu peux mettre tes énergies, que ça va être plus productif pour toi et moins fatigant. Non. Oui. Ou aussi, je vois cette prise de pouvoir personnel dans le fait de travailler autrement, des fois en se fatiguant moins, en étant moins exigeant envers soi-même ou en étant moins perfectionniste ou des choses comme ça. C'est aussi une façon de reprendre son pouvoir. Et ça apprend aussi une autre posture, au-delà de la questionnement, ça apprend cette posture qui est d'être moins dans son ego. C'est ce que j'ai pu constater, d'être plus dans une sorte d'ouverture à ce qui vient. Et il y a vraiment un processus d'intelligence collective qui émerge, qui est intéressant. C'est un groupe qui s'exprime plus qu'à un moment donné. C'est ce que j'ai. Ah, il y a Jean-Christophe qui a levé la main. Je vais tenter de donner la parole à Jean-Christophe. On va voir si ça fonctionne. Merci de m'avoir. Alors maintenant, il faut que je lui. Oui, trop bien. Et après, j'active le micro. Bonjour Jean-Christophe, comment ça va? Bien, bonjour. Bonjour Christophe. Allez, ma question c'est y a-t-il une recommandation contre l'abus de co-développement? Je dis par ça qu'un manager peut prendre ça comme une mode, hein, un fameux buzzword ou un fad, comme on dit en anglais,
et qui se disent, ouais, c'est super, après une première séance où un problème a été résolu, et qui se disent, maintenant, on va faire des co-développements, mais pour la plupart des problèmes de la société ou du département, et on va faire un co-développement par semaine sur des sujets différents. Est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est un risque? Avec les mêmes personnes, j'entends en général avec le même groupe de personnes. Moi, je pense que ça va dépendre aussi si les gens ils veulent ou ils veulent pas, parce que c'est surtout ça, si c'est imposé, c'est ça l'abus, c'est l'imposition de quelque chose que les autres ne voient pas nécessairement comme utile ou comme un besoin, mais si tout le monde est d'accord pour ça, peut-être il y a une accumulation de problèmes et ils ont besoin d'une séance par semaine parce qu'ils ont eu trop de choses à ne pas résoudre. Ça m'est arrivé d'arriver dans un groupe où il y avait beaucoup d'accumulation de choses et donc le co-développement, ça a été une bonne façon d'évacuer plein de choses, de traiter des conflits. Et c'était beaucoup de co-développement, mais il y avait beaucoup de choses à faire avec aussi. Donc, s'il n'y a rien à faire avec ça, ben, ce serait un abus aussi de dire, voyez, on a tout résolu. Mais en général, ce qui arrive, c'est que quand tu fais une séance et tu en fais une autre et tu en fais une autre, ben, tu approfondis plus et plus. Et donc, les sujets ne sont pas les mêmes ni traités de la même façon. Donc, moi, je n'ai jamais eu ce genre de situation. D'accord. Non, mais donc il n'y a pas d'overdose de co-développement que tu aies connu. Moi, non. Ou peut-être c'est moi parce que moi, j'aime beaucoup ça, donc je résiste l'overdose. Non, mais tu as raison. Peut-être que c'est les N-1, on va dire les subordonnés qui, à un moment donné, pourront dire là, le chef, basta, parce que, voilà, c'est devenu à la mode. Mais en effet, je pense, comme tu dis, plus tu creuses dans chaque session, plus le problème se clarifie, se définit. Et de même, OK, très bien, ma question est répondue. Merci. Merci beaucoup. Je baisse la main. Je ne sais pas, mais bon, peut-être tu vas rester avec nous parce que ça a l'air de. Et ben, bon, c'est pas grave, on peut avoir plein de on va gens rester en même ensemble pour se dire au revoir parce que maintenant il va être l'heure bientôt. Je vais juste réafficher le petit document qui permet de, pour ceux qui ont la chance d'être pas trop loin. Mais, je ne sais pas si tu fais des sessions à Montréal également, mais tu fais une formation en France en mai. Ah oui, j'ai rien dit de cette formation. Ben voilà, donc tu as encore le temps. J'ai de la place encore à Paris pour le 22, 23 et 24 mai. Et le 28 mai, c'est ma fête, c'est mon anniversaire. Donc, non, ça y est, j'ai mon billet d'avion. De toute façon, je vais être là. Mais j'aimerais faire une formation avec 5 ou 6 personnes. Et il me reste des places. Et c'est une formation de 3 jours qui passe super vite, super vite. On s'amuse, on travaille, on apprend, on se connaît. C'est vraiment comme de la formation et du plaisir en même temps. Les gens qui ont déjà suivi des formations avec moi, je pense qu'ils peuvent témoigner que ça a été agréable et productif. Donc, et c'est pas une formation très chère. Ça peut être pour qu'on devienne un animateur ou pas. Ça peut être pour juste la croissance professionnelle de la personne. Mais on ressort toujours enrichi et très motivé, je pense. Les gens sortent vraiment comme rechargés du point de vue de l'enthousiasme qu'ils mettent dans leurs choses, de la passion, je pense, qu'ils retrouvent là aussi. C'est une formation que moi, j'aime beaucoup la donner. Et si j'étais une participante, j'aimerais aussi la faire comme participante. Est-ce que Sylvia a participé à ta formation? Oui, Sylvia qui est là ou qui était là tout à l'heure, je ne sais plus si elle est là, mais elle a participé à Barcelone plusieurs fois. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, est-ce que tu as envie de dire un mot? Peut-être c'est intéressant parce que après, comment te croire que Adriana directement, c'est encore mieux si. Hein, oui. Tiens, Sylvia, je ne te pose pas la question, je te nomme conférencière. On va voir si ça fonctionne. Je suis trop content d'avoir trouvé une manière. Oui, parfait. Et j'active ton micro. Bonjour Sylvia. Tu peux la mettre en mode speaker de Pagal Review. Dans le mode où on la voit bien, parce que là, on la voit. Oui, Sylvia. Merci. Allons nous entendre. Bonsoir tout le monde. Effectivement, j'ai eu le plaisir de suivre plusieurs sessions de formation avec Adriana. Alors, pas en France, elles étaient à Barcelone, mais ça fonctionne pareillement. Ce sont effectivement, comme elle dit, des sessions qui passent très vite. C'est très clairement, puisque en fait,
on passe très peu de temps dans la théorie, on est tout de suite dans la pratique. Donc, on déroule un certain nombre de sessions de co-développement les unes après les autres et dans des rôles différents. Donc, c'est une formation accélérée, c'est-à-dire qu'on en ressort, moi je dirais, enrichi, probablement un peu fatigué. Donc, les sessions, heureusement, ne sont pas trop. On a le temps, on prend le temps de manger des fruits pour se détendre, mais elles sont vraiment très riches. Et donc, moi, ça fait peut-être maintenant 3 ans, 2 ans, 3 ans que je suis formée, et c'est toujours une source d'enrichissement. Donc, je continue avec Adriana avec plaisir. Merci. Oui, merci.